puis les tendinopathies qui sont au niveau des zones de réflexion et des coulisses osteofibreuses. Tendinopathie corporelle, c'est dans le tendon, on peut les avoir nodulaires, odémateuses, fissuraires, nécrosants. Et puis tendinopathie de la section, vous connaissez bien, par exemple au niveau du calcanéus, dans le calcanéus. Les calcifiants, vous connaissez celles de l'épaule. Et puis toutes les autres, les tendinosynovies, tendinobursites, comme on verra tout à l'heure. Alors, c'est vrai que c'est une pathologie qui est plutôt rare chez le sportif, mais elle va jouxter en particulier avec le premier rayon que nous verrons tout à l'heure. Car le premier rayon, c'est-à-dire le gros orteil, vous savez que nous attaquons du talon, nous marchons, nous allons faire la marche plantigrade, et nous allons décoller par 5, 4, 3, 2, 1, comme si vous jouiez au piano. Et vous savez très bien que le gros orteil est le propulseur de notre pas. C'est pour cette raison qu'on a longtemps bricolé sur les hallux valgus, parce qu'on ne connaissait pas bien la biomécanique, et que ça a été très longtemps, malheureusement, une intervention chirurgicale difficile. Et puis les premières lésions dermatologiques vont apparaître, en particulier au niveau du premier rayon. Je vous donne un exemple, comme on voit sur ce tennisman, aujourd'hui en particulier, lors du service, les chaussures de tennisman sont renforcées au niveau du premier rayon pour justement éviter cette surcharge, éviter cette hyperkératose que l'on voit chez certains sportifs. Alors, je vais très vite, le long fissure de la luxe, vous connaissez, il s'insère à la face postérieure de la fibula, il va traverser, puis il va passer en arrière du tibia, sous la malléole, la rétromalléolaire, en décrivant une courbe, et cette courbe, comme il va passer derrière la malléole, il va passer dans le sillon, dans les deux sillons du talus, donc zone qu'on verra tout à l'heure qui est très difficile et très dangereuse. Puis après, il va bifurquer dans la région rétromalléolaire en accompagnant le tibial postérieur, le long fléchisseur des orteils. Et puis sous la plante du pied, il va se terminer par une anastomose au niveau avec le long fléchisseur des orteils. Voilà. Alors vous voyez, sous cette image-là, on voit bien les trois zones qui sont un peu dangereuses. En particulier, on voit au niveau justement des tubercules du talus. C'est une zone qui est très difficile à voir même à l'échographie, on verra tout à l'heure. Le deuxième, c'est au niveau du canal de Richer, c'est la canal osteofibreux, qui est au niveau du centre satellitaire. Et puis la dernière zone fragilisée, ce tendon va passer entre les sésamoïdes, et nous savons aujourd'hui pareil qu'un sésamoïde qui est douloureux, qui est fragilisé, l'intervention chirurgicale est très difficile, il faut retendre la sangle, et donc c'est un passage très difficile à ce niveau-là. Alors, je l'ai dit, le long fléchisseur de la luxe est un fléchisseur, il participe donc à l'extension, mais surtout à l'inversion du pied, et donc c'est lui qui est l'action la plus puissante au niveau de notre pied avec le tendon calcanéen. Alors l'inversion, enfin il participe à conserver la stabilité du pied. On voit cette image. Ainsi, les sports qui vont nécessiter une impulsion importante vont entraîner des lésions du long fléchisseur de l'organe. Alors, vous pouvez penser qu'en particulier tous les sports qui vont demander, comme on voit sur cette image, une extension considérable du pied, vont entraîner un contact postérieur avec en particulier le talus, mais aussi les autres sports que vous connaissez, qui peuvent être très bien le basket, etc. Alors le problème aujourd'hui en étiologie, dans la tendinopathie, parce qu'on verra tendinopathie, toute simple, ténosynovie, nous allons voir tout à l'heure la rupture qui est tout à fait différente. Alors, vous en doutez bien qu'au niveau du passage que l'on va au niveau des tubercules du talus, c'est un passage qui est difficile car le tendon va être exposé aux contraintes et en particulier chez le danseur qui est en demi-pointe et qui est consécutive non pas à un traumatisme mais par une hypersollicitation permanente. C'est-à-dire qu'on va entraîner à ce moment-là des étirements permanents qui vont malheureusement fragiliser le tendon. On peut le retrouver paradoxalement de plus en plus en accompagnant dans une spondylarthrite aujourd'hui à ce niveau-là. Vous voyez que je tiens cette d'une charmante jeune femme que vous connaissez tous, que je ne peux pas citer son nom malheureusement. Alors l'étiologie, donc, on va trouver des micro-fissures, parfois des nodules, et pas donc un tendon fragilisé. Alors vous l'avez vu, ça peut être l'actitis, le boulot, etc. Mais
retenez bien ça. Il y a toujours quelque chose qui est apparu avant. On fragilise pas le tendon fléchisseur de l'hallux, tout simplement. Il y a eu, et c'est le malade qui dira dans l'interrogatoire, il y a toujours eu une petite entorse passée inaperçue ou récidivante, comme je disais chez un de nos confrères. Et c'est cette entorse qui va entraîner une instabilité de l'arrière-pied et qui va être responsable justement de cette fragilisation du long fléchisseur de l'hallux. Alors, on peut voir aussi que cette ténosynovite peut être de deux façons. Elle peut être adhérente à la gaine ou bien l'inflammation de la synoviale, comme dit tout à l'heure, la suite d'une maladie inflammatoire. Mais souvent, c'est malheureusement un traumatisme qui arrive. Comme on voit dans ce qui est là, se manifeste pied d'une polyarthrite rhumatoïde. Alors, quels sont les signes cliniques? C'est une douleur rétromalléolaire, effectivement, vous allez le voir, italienne, avec irradiation autour de la malléole. Et puis, il y a on demande au malade d'essayer de marcher sur la pointe des pieds, mais il va avoir beaucoup de mal à marcher sur la pointe des pieds. De même, il va vous dire que s'il est soigné pour une maladie inflammatoire, il est gêné, voire parfois vous posez le pied le matin, et qu'il faut prendre ses médicaments anti-inflammatoires pour que ça aille mieux. Voilà la palpation que vous pouvez faire à ce niveau-là, qui montre bien. Alors la palpation va vous montrer une tuméfaction rétromalléolaire douloureuse. Alors il y a un autre signe qui est important, c'est la dorsiflexion de l'hallux. Vous allez tendre votre hallux et effectivement vous allez déclencher une douleur, puis vous allez mettre en tension complètement la voûte plantaire et en même temps retrouver cette douleur. Et parfois vous avez une ténosynovite sténosante qui va vous entraîner une raideur globale de votre pied. L'examen complémentaire, l'échographie, on en parle beaucoup, j'en fais exclusivement. C'est difficile parce que le trajet du long fléchisseur de l'hallux, c'est un trajet quand même particulier, on l'a vu tout à l'heure, surtout c'est rétro-malléolaire, il y a une situation anatomique qui est profonde, et malheureusement l'échographie est très difficile à faire. Alors, une solution, la meilleure solution, c'est de vous amuser à faire des flexions-extensions. En faisant plusieurs flexions-extensions, vous allez entraîner une mobilisation de ce tendon avec cette douleur au niveau de la nuque. Alors voilà ce que vous pouvez voir. Cette image, j'ai pas de, je ne sais pas comment c'est, voilà, c'est ça, voilà. Magnifique ici, puis vous l'avez de nouveau ici en transversal au niveau de la échographie. Mais c'est l'IRM en coupe coronale qui va apprécier effectivement les anomalies du tendon. Vous faites un épanchement, une augmentation de la synovie, voilà. Alors ça c'est magnifique, vous voyez ici ce tendon qui est plané, vous voyez là. Vous voyez ici d'autre part une fissuration au niveau malléolaire. Alors le traitement, ben voilà, c'est regroupe, c'est sûr, il n'y a pas 36 solutions, qui dit tampon, qui est regroupe, on ne peut pas faire autrement. Et alors vous avez tout ce qui se passe et qu'on oublie beaucoup, et je suis tout à fait d'accord avec Christian Roux pour la physiothérapie et surtout la rééducation. Je trouve que c'est, pour moi, c'est un des traitements les meilleurs dans ce genre-là. L'infiltration périphérale à Paris, pour les infiltrations écoutées, il faut vraiment le connaître pour le faire, parce que vous savez qu'un tendon, vous entrez sur un tendon, c'est une catastrophe à tout est bien. Alors le problème, c'est que si la rééducation est importante, si vous ne le faites pas, vous avez des problèmes chirurgicaux, on fait pour on est obligé de faire une libération, un nettoyage, et on va utiliser au moins 4 à 6 semaines. Alors le conflit postérieur, c'est derrière, c'est-à-dire la douleur elle est postérieure au niveau du pied. Et là, c'est vraiment un conflit mécanique. On va retrouver souvent un ostrigone, souvent, malheureusement, une vieille fracture du talus qui est oubliée, parce que ça ne se revient pas comme ça. Et en fait, c'est cette anomalie osseuse qui va entraîner ce conflit au niveau du long fléchisseur de l'hallux à ce niveau-là. Alors, vous voyez très bien sur cette image que l'on voit là, regardez, on peut comprendre qu'à ce niveau-là, le long fléchisseur de l'hallux peut être effectivement comprimé et irrité. Et ça, c'est très important. Voilà. Alors la douleur est postérieure, elle est plus rétromalléolaire postérieure. Parfois on peut trouver une tuméfaction, parfois elle est en module. Il faut vraiment connaître le problème. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le conflit se trouve au niveau de la bifurcation. Alors on peut trouver autre chose aussi, c'est que ce conflit peut être plus bas. Lorsque vous avez vu tout à l'heure que le long fléchisseur de l'hallux se retrouve avec le long fléchisseur des orteils sous l'os naviculaire, à ce moment-là, il y a encore une courbe de passage qui est sensible. Non pas une autre de conflit qui est postérieure, mais qui peut être aussi médiotarsienne, et il faut y faire très attention.
Alors, vous voyez cette photo, voilà, je cherche, voilà, ce gonflement que vous voyez qui est très net et qui montre effectivement que vous avez là cette antenne ténosynovique. Voilà. Voilà, vous voyez, je voulais vous montrer quand vous avez ici à ce niveau-là, quand le long fissure de la luxe va croiser avec le long fissure des orteils. En examen complémentaire d'échographie, c'est vous montrer un épanchement qui est au niveau de la gouttière rétroalvéolaire. Mais le meilleur examen, effectivement, c'est l'IRM, parce qu'elle peut montrer effectivement tout ce qui peut se passer à ce niveau-là. Et vous allez voir, regardez voir ici ce que l'on peut à ce niveau-là. Voilà, c'est le sage en dents qui vont traiter ces photos-là. Alors l'atteinte distale sous-capitale du long fissure de l'hallux, c'est le problème diagnostic différentiel avec une césarémie. On est en France, c'est souvent une maladie de douleur de l'avancée pour des métatartrophies, voire parfois des fois des premiers rayons. On va retrouver, même on a parlé de Morton, on en a tout parlé, c'est souvent associé avec une myostite sous-capitale. C'est une pathologie qui est difficile à résoudre parce que nous nous trouvons dans un espèce de sérail, une pince, entre les deux sésamoïdes, qui peut être enflammé, vous en doutez bien, et c'est un conflit permanent, et c'est surtout dû à des appuis qui sont de retour fréquemment. Vous voyez un peu cette image, on peut effectivement comprendre pourquoi on a mal à cette. Alors, la symptomatologie est identique à celle des sésamoïdes, vous savez, douleur du premier rayon. La participation quand on a sésamoïdopathie, c'est de prendre ces deux sésamoïdes en crochet et de pouvoir effectivement trouver cette sensibilité. Mais souvent, c'est difficile de faire la part des choses entre une sésamoïdopathie et puis une fissure de la luxe. En fait, même si vous faites une dorsiflexion, elle sera effectivement douloureuse, mais elle peut être douloureuse en sésamoïdopathie, ce qui est tout important. Donc, l'échographie, toujours comparative, va vous montrer une infiltration micro-échogène, voire une hyperémie périphérique au Doppler. Voilà. Voilà. À ce niveau-là. Et puis parfois vous avez un œdème, alors regardez, c'est magnifique. Vous avez le sésamoïde médial qui est, comment dirais-je, une condensation, et dessous vous avez effectivement une myostite magnifique qui constitue la inflammation de l'onflation de la luxe. Donc le traitement c'est le repos, des orthèses, comme je vais vous montrer, pour éviter la toux, comme vous pouvez faire. Et puis si ça ne va pas, c'est libération du tendon, nettoyage de la capsule génomidienne, ressemblage, etc. Donc un peu de ici. Je terminerai par la rupture de l'onflessisseur, c'est rare, mais c'est rare et ça devient de plus en plus à la mode. Pourquoi? Parce que nous faisons du sport un peu de cirque. On s'ennuie en hiver, donc on a réduit le terrain de 120 mètres en football, on les a réduits à 60 mètres, si bien que c'est des jeux d'hiver, on est obligé de s'arrêter brutalement, pour faire du grasping, c'est-à-dire pour ne pas toucher le mur. Et puis la deuxième mode, c'est l'escalade. On fait beaucoup de grasping avec les pieds, donc automatiquement, on va entraîner une irritation du premier rayon. Alors, on peut avoir différents conflits qui vont arriver, on l'a vu tout à l'heure, du tendon, de la musculaire et au niveau de sa sangle. Et c'est surtout au niveau de l'avant-pied qu'on peut avoir cette rupture. Vous voyez, quand on fait ce genre de sport, dans ce genre. Vous voyez, c'est en sport en salle, on freine, on s'arrête brusquement, on va aller là sur problème. Donc, l'échographie va montrer l'infiltration hypoéchogène et l'IRM, par contre, va montrer la rupture avec surtout une introduction de la continuité, comme je vous montrer cette image, le tissu est remplacé. Voilà, ça c'est l'échographie. Et l'IRM, vous voyez cette image, là c'est complètement émacié, il y a une inflammation en même temps. Et vous voyez là la rupture totale, là ça rentre au niveau de la, je m'excuse, de la maladie. Le traitement dépend d'ancienneté, c'est sûr qu'aujourd'hui, si ça fait longtemps que le malade a mal, il se tape sur l'avant-pied, eh ben, on n'a pas 36 solutions, il faut rester le plus tranquille possible et essayer que ça cicatrise, en particulier chez nos seniors. Dans la phase aiguë, aujourd'hui, on fait une mobilisation qui va durer de 6 à 8 semaines. 6 à 8 semaines. Donc on réfléchit beaucoup et souvent le malade ne veut pas et on va se diriger à la chirurgie pour faire une ténoplastie ou une ténodèse et surtout un transfert tendineux.